Salutations, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne, et ce soir on va s'attaquer à un cas très médiatisé. Black Lives Matter, tu as sûrement déjà entendu parler de ce mouvement, dans des tweets incendiaires sur X par exemple, sur YouTube, Instagram, à la télé. Tu n'as pas pu passer à côté de ce phénomène. Ce mouvement voit le jour aux États-Unis en 2013, après l'acquittement de George Zimmerman, l'homme qui tue Trayvon Martin, un adolescent noir qui ne porte pas d'arme à feu sur lui. C'est Alicia Garza, Patrisse Cullors et Opal Tometi qui sont à l'origine du nom de ce mouvement, d'abord avec le hashtag Black Lives Matter. Mais très vite, tout ça prend une ampleur incroyable. Black Lives Matter, c'est avant tout une réponse à la violence et aux discriminations que subissent les Afro-Américains, les Noirs, surtout de la part de la police. Au-delà de la défense de la communauté noire, Black Lives Matter lutte contre toutes les formes de racisme, les inégalités économiques et tout ce qui contribue à maintenir et protéger le racisme systémique aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Les sympathisants du mouvement exigent et réclament un changement profond du système pour que les vies des personnes noires soient enfin reconnues, respectées et valorisées. Pour le commun des mortels, cette revendication nous paraît tout à fait naturelle, mais une horde de détracteurs ne va pas tarder à voir le jour en opposition à Black Lives Matter. Il s'agit du mouvement Blue Lives Matter. Blue en anglais ça veut dire bleu, donc la couleur. Un an après, donc 2014, Blue Lives Matter est une position en réaction à Black Lives Matter. C'est un soutien affiché aux forces de l'ordre, à tous ceux qui portent l'uniforme, policiers, shérifs, tous ceux qui ont pour mission d'assurer l'autorité. Selon celles et ceux qui rejoignent ce mouvement, les policiers sont injustement pris pour cible, leur travail est de plus en plus dangereux à cause d'une méfiance générale à leur égard, une perte de confiance en l'uniforme bleu. Le but de Blue Lives Matter, c'est de rappeler que la police prend des risques énormes tous les jours et qu'ils méritent respect et protection. Certains diront que c'est pour soutenir les lois, la sécurité et défendre la légitimité de la police, mais pour beaucoup, c'est surtout une riposte à Black Lives Matter, en bref, un combat qui détourne l'attention du vrai problème. Tu l'auras compris, ces deux mouvements sont totalement opposés l'un à l'autre. D'un côté, ceux qui se battent pour la justice sociale, raciale, de l'autre, ceux qui pensent que les violences policières, ce n'est pas une généralité et encore moins institutionnalisé. Ces deux slogans, on les retrouve partout, dans les rues, sur les réseaux sociaux, et ils montrent bien à quel point la société américaine est divisée. Et c'est dans ce contexte particulièrement tendu qu'une affaire va complètement secouer l'Amérique. Un scandale tellement énorme qu'il traverse les frontières du pays. Et au cœur de tout ce remue-ménage, il y a le nom d'un adolescent, celui de Kyle Rittenhouse. Kyle Howard Rittenhouse naît le 3 janvier 2003 à Antioch, dans l'Illinois, aux États-Unis. Antioch, c'est une ville qui se trouve entre Chicago et Milwaukee. C'est une métropole connue pour ses lacs, une destination plutôt touristique et culturelle pour les familles américaines. Fondée au XIXe siècle par des colons européens, elle sert d'abord de ville marchande. Antioch a un passé marqué par son soutien à l'abolition de l'esclavage pendant la guerre civile américaine. Petite piqûre de rappel, pendant la guerre civile américaine, le Nord est abolitionniste et opposé au Sud qui est esclavagiste. Et au final, c'est le Nord qui l'emporte. C'est important de le préciser vu le contexte de notre affaire. Et c'est donc dans cette jolie ville que grandit le petit Kyle, élevé par ses parents, Wendy et Mike Rittenhouse, qui se marient en 2000. Le couple aura 3 enfants, Faith, née en 2000, Kyle, début 2003, et Mackenzie, née fin 2003. La famille traverse de nombreuses difficultés, notamment à cause des problèmes de dépendance du père Mike, qui reste sans emploi pendant plus de 2 ans. Il est addict aux drogues, à l'alcool, ce qui instaure un cadre familial plutôt instable et dangereux. Les 2 parents travaillent dans divers secteurs, ils occupent différents boulots, machinistes, caissiers, femmes de ménage, etc. Ils cumulent plusieurs boulots pour élever leurs enfants. Ils finissent par se séparer à cause de toutes ces tensions. Il faut dire que Wendy en a tellement marre de Mike qu'elle demande même une ordonnance de protection contre lui pour violence domestique. On est alors en 2017. Et pourtant, les charges de violence domestique contre Mike finiront par être abandonnées. À cette époque, Wendy et les enfants vivent dans un refuge pour sans-abri pendant une certaine période après la rupture. Au bout d'un moment, Mike, probablement choqué par cette séparation, commence à se remettre en question. Après cet électrochoc, il devient abstinent, il démarre une vie sobre, sans alcool, sans drogue. Et maintenant qu'il est clean, il souhaite se rapprocher de ses enfants. Mais sa situation financière reste très précaire. Wendy continue de s'occuper de sa famille, elle se lance dans une carrière d'assistante infirmière certifiée en dépit de ses gros problèmes d'argent. De son côté, Kyle est un petit garçon qui doit traverser toutes ces épreuves malgré son jeune âge. Il grandit avec un intérêt tout particulier, une vraie passion
pour les forces de l'ordre et la sécurité de façon générale comme les pompiers. Adolescent, il participe à de nombreux programmes de cadets, dont celui de la police de Grey Lake, Lindenhurst, Haynesville. Il rejoint aussi le programme cadet des services de pompiers d'Antioch. Alors, ça consiste en quoi ces programmes de cadets? Si tu t'en souviens, il en a été question dans l'affaire de Junior à New York. Au passage, une de mes vidéos qui a dépassé le million de vues, donc je te propose pas d'aller la voir, je pense que c'est déjà fait. Les programmes cadets, ce sont des initiatives qui permettent aux adolescents de découvrir les différents aspects du travail de policier, pompier, militaire, dans le cadre de petites formations. Kyle montre un grand soutien à la cause des forces de l'ordre, il porte des vêtements à l'effigie du drapeau de la Thin Blue Line, le symbole du fameux mouvement Blue Lives Matter. Kyle a un bel historique de soutien public au mouvement sur les réseaux, il partage des publications sur le port d'armes, la police, et il se voit personnellement comme un protecteur de la communauté. Kyle s'engage dans des activités de bienfaisance, comme organiser une collecte de fonds pour l'association Humanizing the Badge, humaniser le badge, qui a pour ambition d'améliorer les relations entre les policiers et la communauté. Kyle se forme aux gestes de premier secours pour pouvoir aider les plus vulnérables. Il fréquente plusieurs écoles, notamment le lycée Lakes Community, où il est inscrit entre 2017 et 2018. Après ça, il fréquente l'école de Lake Villa pendant un semestre. L'un de ses centres d'intérêt, en dehors de son soutien pour les gardiens de la paix, c'est l'entraînement au tir. Sur son compte TikTok, Kyle publie une vidéo de lui en train de tirer avec un fusil semi-automatique. Côté carrière, Kyle se voit bien avocat ou infirmier, même s'il rêve de devenir policier dans le meilleur des cas. Globalement, ce qu'on peut retenir de la famille de Kyle, c'est qu'elle traverse beaucoup de problèmes et d'épreuves, ensemble, parfois l'un contre l'autre, comme quand les parents entrent en conflit, mais ils ont suffisamment de force pour s'en sortir. Une bonne démonstration de cette volonté de s'en sortir, c'est la maman Wendy, qui travaille jusqu'à 16 heures par jour pour subvenir aux besoins de sa famille. En son absence, Wendy laisse à son fils Kyle la tâche d'assumer certaines responsabilités pour aider la famille, faire à manger, s'occuper de sa petite sœur, surveiller la maison, etc. On arrive à l'année 2000, Kyle a maintenant 17 ans, et on est en pleine pandémie de Covid-19. Après un confinement déclaré en mars, comme en France, le pays cumule un grand nombre de décès à cause de la maladie. Et ce n'est pas juste une panique sanitaire, c'est sans compter sur une énorme crise liée aux violences policières contre les Noirs. Entre la mort d'Amo Arbery en février 2020, Breonna Taylor en mars 2020, c'est au tour de George Floyd asphyxié par un policier blanc à Minneapolis. On a tous vu la vidéo particulièrement choquante où on entend l'homme dire « Je ne peux pas respirer ». On y voit l'indifférence glaciale de celui qui causera sa mort, le policier Derek Chauvin, qui maintient son genou contre le cou de George pendant toute la durée de l'interpellation. Malgré la panique Covid, de nombreuses manifestations voient le jour dans tout le pays. Des événements de grande ampleur qui gagnent plus de 200 villes américaines, non sans une certaine violence. Les manifestations dégénèrent parfois, les manifestants en viennent aux mains avec les forces de l'ordre, ça tourne parfois au drame avec des incendies, du cassage, des propriétés vandalisées et même des pillages. L'addition est salée, 14 000 arrestations sont recensées d'ici la fin du mois de juin 2020 et les dégâts matériels sont estimés entre 1 et 2 milliards de dollars. Plus de 60 000 membres de la garde nationale sont déployés dans tout le pays pour gérer la situation et plusieurs gouverneurs imposent des couvre-feux dans les grandes villes. Alors je précise que les manifestations Black Lives Matter sont en grande partie pacifiques. 93% des manifestations sont non violentes, mais malheureusement, tu le sais aussi bien que moi, on se souvient avant tout de la minorité bruyante plus que de la majorité silencieuse. Le 23 août 2020, une autre tragédie a lieu, à Kenosha, dans le Wisconsin. Jacob Blake, un homme noir, est grièvement blessé par un policier blanc qui lui tire 7 balles dans le dos alors qu'il tente de monter dans sa voiture. Jacob a souffert le martyre, mais il ne meurt pas. Il devient paralysé à vie. Cet incident suscite une nouvelle vague d'indignation à Kenosha. On y prévoit donc une marche, un geste de lutte contre le racisme. Mais rapidement, ça va déraper. 2 jours plus tard, le 25 août, une milice locale appelée la Kenosha Guard souhaite rassembler des patriotes pour prendre les armes pour protéger la ville des pillages. Cette demande est relayée sur Facebook, la publication en question attire énormément d'hommes armés, même des individus qui viennent de loin pour assurer la protection des civils. Je rappelle que c'est le rôle de la police de préserver les propriétés et la population. Mais dans le pays de l'oncle Sam, quand il s'agit de sortir une arme pour se défendre, c'est constitutionnel. Et devine qui rejoint ce groupe de patriotes,
notre petit Kyle, fan de la police, qu'il admire de tout son cœur. Du haut de ses 17 ans seulement, Kyle est bien déterminé à s'intégrer à cette légion, il se sent profondément investi d'une mission, il décide de se rendre à Kenosha, et que fait sa mère, Wendy, face à ce choix très dangereux? Bah, elle n'approuve pas trop, il faut dire que bah, elle sait pas trop ce qui se trame dans la tête de son fils. Kenosha se trouve à seulement 20 miles, donc à peu près 30 km d'Antioche. Pour se protéger, Kyle réussit à se dégoter très facilement un fusil AR-15. Il demande à son ami Dominic Black, tu noteras l'ironie du nom, de l'acheter pour lui, parce qu'il est trop jeune pour s'en procurer un lui-même. La journée passe, Kyle s'associe à d'autres membres patriotes qui débarquent sur les lieux et qui sont armés eux aussi pour surveiller un concessionnaire automobile local appelé CarSource. Ce concessionnaire a déjà été la cible d'attaques pendant des manifestations Black Lives Matter. Sur la Sheridan Road, Kyle offre des soins aux manifestants parce que c'est sa première motivation, soigner celles et ceux qui sont blessés, même si pour ça il estime nécessaire de porter un fusil. Kyle dit même à un journaliste, Richie McGuinness, reporter du Daily Caller venu l'interroger, qu'il est là pour aider les blessés et protéger les commerces pour maintenir l'ordre. D'ailleurs, cette vidéo de l'interview est disponible sur YouTube. Il est 22h30 quand la situation va virer au cauchemar. Et voici la version de Kyle. Il est poursuivi par un homme, Joseph Rosenbaum, un manifestant qui se réfugie dans un parking du concessionnaire. Joseph a 36 ans et il en a gros sur la patate. Des témoins présents sur les lieux le décrivent comme étant un individu hyper agressif qui cherche la bagarre tout au long de la soirée. Si Joseph pourchasse Kyle, il semblerait que c'est parce que Joseph lui a lancé des menaces. Mais il se rapproche un peu trop de Kyle à son goût, et là, c'est le drame. L'adolescent lui tire dessus à plusieurs reprises. Joseph meurt sur le coup. Kyle s'enfuit de la scène poursuivi par d'autres manifestants, et je précise pour celles et ceux qui écoutent cette vidéo sans regarder les images, Joseph est un homme blanc. Pendant sa fuite, Kyle tombe au sol et il se sent toujours menacé, même après la mort de Joseph, l'homme qui le poursuit. Kyle ouvre le feu sur ceux qui tentent de lui retirer son arme. Pendant la fusillade, Kyle tue Anthony Hubert, un homme qui a le courage de chercher à le désarmer avec un skateboard. Kyle va également blesser Gage Grosskreutz, qui s'approche de lui avec une arme de poing. Heureusement, ce dernier survit. Anthony et Gage sont aussi des hommes blancs. La police débarque sur les lieux rapidement, mais Kyle s'est déjà volatilisé. Il réussit à quitter la ville. Le suspense sera de courte durée puisque Kyle se rend de lui-même au poste de police, il avoue la vérité, enfin sa vérité. Et là, les agents vont avoir bien du mal à considérer le cas de cet adolescent armé. L'affaire fait scandale, tout le monde en parle et les gens ont tous une opinion. Pour certains, c'est de la légitime défense, Kyle s'est défendu, Joseph était un manifestant dangereux, il voulait lui faire du mal, il lui a tiré dessus pour se protéger. Mais est-ce que Kyle a vraiment besoin de tirer à plusieurs reprises pour se défendre? S'il souhaite vraiment se protéger, pourquoi ne pas tirer dans la jambe ou à côté pour faire peur? Sous le coup de la panique, d'autres personnes reprochent à Kyle d'ouvrir le feu sur des personnes qui ne sont pas armées. Chacun y va de son petit commentaire parce qu'on voit bien que cette tragédie est plus complexe qu'on veut bien le croire. En effet, on parle d'un adolescent armé qui abat 2 hommes en une soirée et en blesse un sévèrement, alors qu'il exprime clairement la volonté d'aider les blessés et protéger la communauté locale. Certaines vidéos de la soirée de la fusillade font surface après l'arrestation de Kyle, comme celle où on le voit se faire chouchouter, entre guillemets, par la police qui offre de l'eau à l'adolescent, mais aussi aux fameux patriotes, les autres personnes civiles armées. Et forcément, une telle image fait controverse. Ça montre que la police prend soin des civils armés, potentiellement dangereux, plus que des manifestants pacifistes. Quand les policiers offrent de l'eau à Kyle et aux autres civils armés, ils les remercient pour leur présence en disant « On apprécie votre soutien, les gars ». Cette interaction donne l'impression que la police coopère avec une milice. Le problème, c'est que ces groupes ne font pas partie des forces de l'ordre et ils sont même perçus par beaucoup comme provocateurs, dangereux, ça exacerbe les tensions plutôt que de les apaiser. Kyle est donc arrêté le 26 août. Les autorités de la ville d'Antioche contactent les policiers de Kenosha pour confirmer son identité. Il est placé en détention provisoire pour meurtre au premier degré, tentative de meurtre et autres accusations liées aux tirs qui ont lieu sur place. C'est un événement particulièrement grave, alors la justice décide d'extrader Kyle vers le Wisconsin, dans l'état où il commet cette fusillade. Kyle est formellement inculpé pour 6 chefs d'accusation,
meurtre intentionnel au premier degré pour la mort d'Anthony Hubert, meurtre imprudent de premier degré pour la mort de Joseph Rosenbaum, tentative de meurtre intentionnel au premier degré pour Gage Grosskreutz, qui survit à ses blessures. On a aussi d'autres chefs d'inculpation, mise en danger imprudente de premier degré pour avoir mis en danger la vie du journaliste Richard McGuinness, présent et donc témoin au moment des tirs. Port illégal d'une arme à feu par une personne mineure et non-respect du couvre-feu de Kenosha pendant les émeutes. Le 30 octobre, les avocats de Kyle tentent de bloquer l'extradition. Selon eux, le climat médiatique est trop tendu et l'avis du jury pourrait ne pas être équitable. Pourtant, le juge de l'Illinois, Paul Novak, va rejeter cette requête. Kyle fait appel à une équipe de défense composée d'avocats très connus, Lynn Wood et John Pierce. Ce sont des avocats qui ont l'habitude de défendre des clients qui ont des idées conservatrices. Lynn Wood est connu pour avoir représenté Richard Jewell, accusé à tort de l'attentat du Centennial Olympic Park en 1996. Il a également défendu les parents de John Bennett Ramsey et l'adolescent Nicholas Sandman dans un procès pour diffamation contre plusieurs médias. Cet avocat est assez controversé puisqu'il est partisan de la théorie du complot. Selon lui, on a volé l'élection où Donald Trump perd contre Joe Biden. Quant à l'autre avocat, John Pierce, il est impliqué dans des affaires de militants de droite, dont des accusés de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, un événement considéré comme un coup d'État. En bref, une défense très pro-républicaine. Aux yeux de sa défense, Kyle agit en légitime défense au moment de la fusillade. Il craint pour sa vie et c'est pour ça qu'il tire. Pendant cette période, Kyle reçoit une énorme vague de soutien de la part de groupes conservateurs, de militants du fameux deuxième amendement qui protège le droit de porter des armes aux États-Unis. Les médias de droite s'en donnent à cœur joie, ils ont trouvé leur martyr idéal. Des campagnes de financement sur GoFundMe et GiveSendGo sont lancées pour aider à couvrir les frais de justice de Kyle. L'une d'entre elles parvient à lever plus de 2 millions de dollars, ce qui permet à la famille de payer la caution fixée à ce prix en novembre 2020. Ainsi, Kyle est libéré sous caution le 20 novembre. Cette nouvelle fait réagir beaucoup de monde, que ce soit sur Twitter ou sur les autres réseaux sociaux. C'est une affaire qui fait vraiment controverse. Les progressistes et militants du mouvement Black Lives Matter sont furieux. L'adolescent, porté comme un héros national, a tiré sur des individus non armés. Il aurait pu se défendre autrement. Pour couronner le tout, Donald Trump lui-même prend la parole à ce sujet et il exprime une certaine sympathie pour Kyle en déclarant qu'il semblait se défendre. En revanche, les politiciens démocrates sont loin d'être d'accord au sujet de Kyle. Une bonne partie d'entre eux condamnent ses actes, ce qui amène la question: quel est ton avis? Alors si tu me connais un minimum, tu sais ce que je vais dire. Qu'est-ce que fout un ado de 17 ans à une manifestation avec une arme à feu? Et en plus dans un autre état. Tu veux aller à une manif en soi, allez, vas-y, mais avec une arme. Rien que le côté illégal du truc, il n'y a pas à défendre. Ce petit morveux, je suis désolée. À 17 ans, tu as ôté la vie de 2 personnes, il n'y a absolument rien qui justifie ça. On peut tenir une cause de façon pacifique, un gamin n'a rien à faire avec une arme à feu sur lui. Le procès de Kyle Rittenhouse s'ouvre en novembre 2021, ses avocats misent tout sur la légitime défense. Mais les procureurs posent la question suivante. Que fait Kyle avec une arme à feu à son âge? Il n'aurait pas dû se trouver à Kenosha, aussi loin de chez lui ce soir-là. Inévitablement, des manifestations voient le jour en soutien à Kyle pendant le procès, mais aussi des manifestations parallèles pour réclamer justice pour les victimes. C'est dans la ville où la fusillade a lieu que s'ouvre le procès, ce qui rend la chose encore plus dramatique. En novembre 2020, la cour entière retient son souffle, on ne sait pas du tout quelle sera l'issue du procès. Les témoignages des personnes présentes le soir de la fusillade sont relayés par de nombreux médias. Pendant toute la durée du procès, Kyle témoigne en larmes. Il affirme qu'il est terrifié au moment des faits. Quand il tire sur ces 3 hommes, il ne le fait pas pour les tuer, mais pour se défendre. Je n'ai pas cherché les ennuis, dit-il, en parlant de sa présence à Kenosha. Il explique qu'il s'est rendu sur place pour protéger des propriétés et fournir des soins médicaux. Quand on aborde le sujet du tir sur Joseph, il affirme qu'il ne l'aurait pas fait s'il ne m'avait pas poursuivi en essayant de me prendre mon arme. Les procureurs cherchent à démontrer que Kyle agit de manière irresponsable, imprudente, mais est-ce qu'il est vraiment un meurtrier pour autant? Dès le moment où Kyle est arrêté, il coopère avec les autorités, d'ailleurs c'est lui-même qui se rend au commissariat, il reste calme, il s'en remet
à ses avocats, il fait profil bas, il obéit à tout ce qu'on lui dit. L'adolescent est vivement défendu et soutenu par sa famille, dont sa mère Wendy, qui soutient publiquement son fils. Loin de tomber dans le piège de la tornade médiatique, Kyle ne donne aucune interview. Il est souvent photographié en train de sourire, ce qui va lui attirer pas mal de critiques. On dirait qu'il ne ressent aucun remords par rapport à ce qu'il s'est passé. À croire que quand il pleure devant le juge, c'est des larmes de crocodile. Un coup il pleure à chaudes larmes au procès, un coup il a l'air détendu, on dirait pas qu'il a tué 2 mecs. Ce qu'il est important de préciser ici, c'est qu'on parle d'un jeune homme mineur et que le traitement n'est pas le même que pour un adulte. Le 19 novembre 2021, c'est le grand jour, le verdict tombe. Kyle Rittenhouse est acquitté de toutes les charges contre lui. Le jury conclut que la défense dit vrai. Au moment de la fusillade, Kyle agit en légitime défense. Évidemment, cette décision provoque de vives réactions. Certains sont soulagés pour le jeune homme, d'autres sont très déçus. LeBron James, star du basket, tweet le 11 novembre 2021 un extrait du média USA Today où on voit l'adolescent s'effondrer en larmes à son procès alors qu'il décrit les événements de la fusillade. LeBron James réagit en disant « Quelle larme, je n'en ai pas vu une seule. Allez, arrêtez, ce garçon a mangé des bonbons trop acides avant d'entrer au tribunal. » Emoji qui pleure de rire. Le maire de New York, Bill de Blasio, critique la décision de parodie de justice. Cory Bush, une femme noire, membre du Congrès, déclare que le verdict reflète un système de justice biaisé et raciste. Selon elle, ce verdict n'aurait pas été le même si Kyle avait été noir. Évidemment, je ne peux qu'être d'accord. Donald Trump et les militants pro-armes saluent la décision du jury. D'après eux, c'est une victoire pour la légitime défense et pour le second amendement. Après son acquittement, Kyle reste actif sur les réseaux sociaux, il se montre très présent dans les médias, il apparaît à l'occasion d'événements conservateurs comme la conférence Turning Point USA, c'est une organisation conservatrice américaine axée sur la sensibilisation politique auprès des jeunes, souvent sur des campus. Kyle participe à plusieurs conférences pour défendre le droit d'être armé dans son pays, il est ovationné à chaque fois et il discute notamment de sujets comme la liberté du port d'armes et la légitime défense. Une fois libre et déchargé de toute responsabilité, l'adolescent va même rencontrer Donald Trump à Mar-a-Lago, une résidence et club privé située à Palm Beach, en Floride, résidence qui appartient au président. La rencontre est amicale, Trump dit même de Kyle que c'est un bon jeune homme et ils prennent des photos ensemble. Kyle va donner de nombreuses interviews à des médias de droite comme Fox News. Kyle souhaite toujours devenir avocat ou infirmier, mais il soutient publiquement la cause du deuxième amendement. 2 poursuites sont en cours contre lui liées à la fusillade de Kenosha. La famille d'Anthony Hubert, le jeune homme qui a voulu désarmer Kyle avec un skateboard, dépose une plainte contre la police et le shérif de Kenosha. Selon eux, ils sont aussi responsables de la mort de leurs proches. Et en fin de compte, Joseph Rosenbaum et Anthony Hubert sont les grands oubliés de cette affaire. Gage Grosskreutz, qui a survécu à la fusillade, intente une poursuite contre Kyle au mois de février 2023, mais à l'heure actuelle, ça ne donne rien. Les familles des victimes ne restent pas silencieuses, elles s'expriment publiquement, elles sont très en colère. Pour elles, la justice est corrompue. C'est clairement une injustice. Depuis la fusillade, Gage doit vivre avec de grosses séquelles physiques dues à la blessure par balle à son bras droit. Il a perdu une partie de sa mobilité qu'il ne retrouvera jamais. Lui aussi s'exprime par le biais des médias et des réseaux sociaux. Selon lui, la version des faits donnée par Kyle n'est pas la vérité. Aujourd'hui, on est en 2024, et donc on peut se demander ce qu'est devenu Kyle. Il continue d'être actif dans les cercles conservateurs américains. Par exemple, il lance une campagne de financement pour ses futurs procès en civil, et il divise toujours autant l'opinion publique. Certains sont à 100% de son côté, d'autres le voient comme un dangereux personnage qui a quand même tué 2 hommes et éclopé un autre à vie. Nancy Gertner, une ancienne juge fédérale et professeure de droit à Harvard, s'exprime à ce sujet après le procès. Elle déclare que le juge qui supervise l'affaire Kyle Rittenhouse doit mettre son doigt sur la balance car il ne considère pas les victimes comme de vraies victimes. En effet, elles sont considérées comme des manifestants. Le fait que le juge décide d'employer ces mots précis n'est pas anodin. C'est comme quand tu lis dans le torchon qu'est Le Parisien, un Libanais de 2 ans retrouvé vivant. Tu déshumanises la personne dont tu parles.
Évoquer les victimes en utilisant le mot manifestant, c'est une stratégie qui les présente sous un jour négatif, et ça a peut-être effectivement joué en faveur de Kyle pendant son procès. De plus, Nancy révèle que le juge a souvent réprimandé le procureur, ce qui aurait pu influencer la dynamique du procès et donc la sensibilité du jury. D'autres experts soulignent que le témoignage de Kyle est vraiment ce qui a permis son acquittement. En prenant la parole comme il l'a fait, en pleurant très fort, il réussit à humaniser son personnage aux yeux des jurés. Il livre directement sa version des événements comme un acte de légitime défense, et apparemment il a su être convaincant. Excuse-moi, mais à 17 ans, si je risque des années de prison, moi aussi je pleurerai toutes les larmes de mon corps. Selon Joey Jackson, analyste légal pour la chaîne CNN, cette stratégie permet aux jurés de comprendre les actions de Kyle de son point de vue. En gros, on peut conclure que la stratégie des avocats est excellente. La loi du Wisconsin sur la légitime défense place le fardeau de la preuve sur les procureurs qui doivent démontrer, au-delà du doute raisonnable, que l'accusé n'agissait pas en légitime défense et qu'il avait une réelle intention meurtrière. Cette difficulté est renforcée par les vidéos et les témoignages présentés au procès qui soutiennent pour la plupart la version du jeune adolescent. Ce cas ressemble à d'autres exemples de légitime défense pendant des manifestations, mais il faut quand même garder à l'esprit que ça reste un cas vraiment unique en son genre. L'affaire Kyle Rittenhouse rappelle beaucoup celle de George Zimmerman en 2012. Au moment des faits, George fait partie d'une patrouille de voisinage. Il est acquitté après avoir tué Trayvon Martin, un adolescent non armé. Dans ces deux cas, les accusés assurent avoir agi pour se protéger. Et ce qui relie ces deux histoires, c'est l'idée de civils armés qui tuent dans des situations où il n'y a pas d'intervention de la police et où ils affirment avoir utilisé la force pour se défendre. Dans le cas de George, il est en surveillance de quartier, alors que Kyle est présent pendant une manifestation. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que Kyle est acquitté de toute charge, mais il fait quand même face à une poursuite civile, donc il n'est pas complètement sorti d'affaire. Aujourd'hui, on remarque qu'on entend moins parler du mouvement Black Lives Matter, qui a vraiment connu son prime en 2020. Le Pew Research Center estime que 67% des Américains soutiennent le mouvement en 2020, mais ce pourcentage serait tombé à 51 en 2023. Et on peut s'interroger sur ce déclin. La plupart des anciens manifestants ont l'impression que ça n'a pas aidé à améliorer la vie des personnes noires. Black Lives Matter ne signifie pas que les vies noires sont plus importantes que celles des blancs ou autres couleurs de peau. Il y a une représentation que je trouve assez parlante à ce sujet et dont j'ai entendu parler plusieurs fois sur les réseaux sociaux, c'est le concept de la maison en feu. Le slogan All Lives Matter est souvent avancé pour s'opposer à Black Lives Matter. Donc All Lives Matter, toutes les vies sont importantes. Alors ok, mais imaginons un quartier où une maison est en feu. Les pompiers arrivent pour éteindre les flammes et sauver les habitants. Et si quelqu'un disait oui mais toutes les maisons comptent, suggérant que les pompiers doivent arroser toutes les maisons, même celles qui ne brûlent pas, bah ça détournerait l'attention de la maison qui a réellement besoin d'aide. Dans cette analogie, la maison qui brûle représente la vie d'une personne noire victime de discrimination et de violences systémiques. Les autres maisons qui ne brûlent pas symbolisent les autres vies qui ne sont pas sous la même menace urgente et immédiate. La phrase Black Lives Matter vise à attirer l'attention sur une situation de crise particulière, à savoir la violence et l'injustice à l'encontre de personnes noires. All Lives Matter est perçu comme une tentative de diluer ou détourner l'attention du problème spécifique de racisme systémique que Black Lives Matter dénonce. Adhérer à Black Lives Matter n'implique pas que seules les vies noires comptent, mais que ce sont celles qui sont actuellement en feu et qui donc ont besoin d'une attention et de secours immédiats. Il est important de rappeler le nombre de fusillades sur le territoire américain depuis l'élection de Donald Trump en 2016. 2403 fusillades de masse, 2495 décès, 10 225 blessés. Ce sont des chiffres alarmants puisqu'ils signifient qu'il y a 66% de fusillades en plus entre 2019 et 2021. L'année 2017 est particulièrement marquée par la fusillade de Las Vegas, qui reste la plus meurtrière de l'histoire moderne des États-Unis, avec 58 morts et 887 blessés. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne, je te mets un lien à l'écran. À titre de comparaison, on compte 7 fusillades en France sur la même période, du pipi de chat. Alors c'est pas pour dire qu'on est mieux eux, mais c'est quand même assez révélateur du problème lié au port d'armes aux États-Unis. Du coup, si, quand même, on est mieux qu'eux quand il est question de violence armée. Les USA sont loin d'être le seul pays à voir la police sombrer dans la violence. Notre pays est aussi touché par ce phénomène où des Français, noirs ou arabes, sont tués pendant une interpellation ou tentative d'interpellation. Naël, Ziad Ebouna, Adama, pour ne citer que. En France, si tu es un noir ou un arabe, tu as 20 fois plus de chances de te faire interpeller. 20
pas 2, pas 3, 20. On est dans un pays où notre président, notre cher président, a déclaré en mars 2019 « Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ce sont des mots inacceptables dans un état de droit. » Crache-nous à la gueule directement, ça va plus vite, Manu. Notre cher président a aussi dit « Vous êtes content d'être en France, si c'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde », en parlant du cyclone qui a touché Mayotte. Et il a aussi dit devant, je cite AJ+ français, le média AJ+ français, devant un parterre de diplomates, Emmanuel Macron a déploré l'ingratitude de certains dirigeants africains qui ont oublié de dire merci pour l'intervention militaire de la France en Afrique. Bon. Pour conclure, je précise une chose importante et même essentielle. Personnellement, j'estime que le mouvement Blue Lives Matter, au même titre que le mouvement All Lives Matter, n'est absolument pas légitime. Je vais pas reprendre l'exemple de la maison en feu, hein, il est très parlant, je vais juste préciser. Oui, les vies des policiers sont importantes au même titre que celles des autres, mais ce mouvement vise à s'opposer à Black Lives Matter, et donc à faire l'autruche. Être policier, oui, c'est un métier dangereux, c'est bien connu. Un flic en fonction, il a potentiellement affaire à des criminels, des personnes dangereuses, mais dans l'autre sens, ça ne devrait absolument pas être le cas. Quand on est une personne racisée, de se dire que en face de moi, je vais peut-être avoir un flic méchant, un flic raciste, un flic qui va me tabasser, ou pire, qui va me tuer, c'est pas normal. Des exemples comme ça, malheureusement, on peut en citer des milliers. Je te montre une petite vidéo parlante avec sous-titres. Exactly. For what? You don't have the right to run this. I got my rights to do anything I want to do. I'm a police officer. That doesn't mean anything. That doesn't mean anything. Et ça, c'est une vidéo parmi des milliers et des milliers et des milliers. Et imagine combien il y en a sur le net. Et ça, c'est des cas documentés. Depuis l'avancée technologique qui nous a amené les téléphones portables avec des caméras dedans, voilà, on peut voir certaines choses, et on peut avoir la vérité sur certains événements, mais imagine avant. Je n'ai rien contre les flics, et c'est quand même grave de devoir le préciser, mais je le dis parce que c'est le sujet de la vidéo, et aussi parce que récemment on m'a fait la réflexion, je t'explique. Dans la vidéo de l'affaire Susana Morales, à un moment je dis « un flic en tôle, j'adore ». Alors bien sûr, cette phrase elle a un contexte, je ne déteste pas les flics, au contraire, je pense même que j'étais peut-être une détective dans une vie précédente, et c'est pour ça qu'une des parties qui me fascine le plus dans les vidéos que je fais, c'est le côté puzzle, c'est le côté de l'investigation. Et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos. Je précise mon propos, même si je sais que la très très grande majorité de vous m'a comprise. Il s'agissait donc de l'affaire Susana Morales, et malheureusement, je suis obligée de faire un spoiler, mais elle se fait assassiner. Je laisse une pause si tu veux arrêter de regarder la vidéo, mais elle se fait assassiner par un flic qui n'est pas en service et qui roule avec sa voiture de patrouille. Il portait en plus son uniforme. Donc le mec a clairement abusé de son pouvoir en lui tendant un piège, et la raison pour laquelle j'ai dit un flic en tôle, j'adore, cette phrase a un contexte, j'estime que les personnes qui font respecter la loi, on attend d'eux qu'ils la respectent encore plus. Oui, un policier peut commettre des infractions, personne n'est parfait, mais violer une gamine de 15 ans, la tuer, laisser son corps pourrir en bord d'autoroute, je suis désolée, mais non. Pour une personne lambda, c'est déjà inacceptable, mais pour un flic dont c'est le taf de nous protéger et d'arrêter même ce genre de personnes, le genre de personnes qui commettent ces horreurs, c'est encore moins acceptable. Mais ce n'est que mon avis. J'aurais peut-être dû préciser un flic criminel en tôle, j'adore. Voilà, si je devais refaire cette phrase dans cette vidéo, je le dirais comme ça. Surtout quand on sait qu'il n'y a pas si longtemps, les flics entre eux se protégeaient, c'est d'autant plus rageant, je trouve, de se dire que la police encore aujourd'hui peut s'en tirer avec des énormités comme ça. Alors certes, les flics se protègent moins aujourd'hui, et c'est en grande partie grâce aux avancées technologiques, hein. Maintenant il y a des preuves, tu peux pas faire ce que tu veux, mais ça se fait encore à ce jour que les policiers se protègent entre eux. La preuve, le policier dans l'affaire Morales, il était connu pour tenir des propos très déplacés à l'égard de mineurs. Des personnes l'ont signalé, des collègues, et on a fait quoi? On lui a juste tapé sur les doigts gentiment, pas de suspension, pas d'enquête, rien. Juste un petit rappel à l'ordre, à l'oral. Donc va savoir même s'ils ont pris le truc... Enfin, du coup, non, ils ont pas pris le truc au sérieux. Chaque vie importe, ok. Mais les violences policières envers les personnes racisées sont encore bien trop fréquentes aux USA, même en France. Il faut que ça cesse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'affaire Kyle Rittenhouse. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.